YouTube. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va pas me faire que des amis. Néanmoins sur cette chaîne on cherche à aborder les choses avec le plus d'honnêteté possible et avec le plus de vérité possible. Et je pense que vous avez commencé à le remarquer, ou si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, ben, regardez les autres vidéos pour comprendre un petit peu que moi je vais regarder tous les points de vue et je vais analyser leur pertinence, leur véracité, leurs sources et confronter des points de vue qui sont antagonistes, des points de vue qui sont contradictoires, des points de vue qui sont opposés. Je ne vais pas dans une direction à proprement parler, j'explore les différentes directions et pas n'importe comment, je fais pas des trucs à la con du style oui un peu à gauche, un peu à droite. Non, il peut y avoir 20% à gauche, 60% à droite ou l'inverse ou peu importe. Sur chaque question, je me pose la question, quelle est la pertinence, quelle est la véracité et ainsi de suite. Le propos de cette vidéo, il risque de choquer pas mal de personnes, il risque d'énerver pas mal de personnes, il y a des gens qui vont se braquer. Euh, voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, si jamais vous sentez ces émotions-là qui montent en vous, etc., c'est à mettre pause, aller faire un tour et revenir voir la vidéo à un autre moment donné. C'est partager la vidéo avec quelqu'un qui serait d'un avis différent du vôtre. Peu importe, c'est surtout d'aller analyser et confronter le propos, de réfléchir à pourquoi en fait ça vous choque, pourquoi est-ce que ça vous énerve, qu'est-ce qui vous titille. Et surtout de vous poser la question de est-ce qu'il est possible, tout simplement, que sur ces questions-là, il y ait différents points de vue et qui soient tous légitimes. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas déterminer qui a raison et qui a tort, parce que, en fait, tout simplement, ça implique et ça fait intervenir plusieurs personnes qui ont des intérêts différents, qui ont des expériences de vie différentes, et ainsi de suite. Et surtout, si vous êtes dans la position de... Vous êtes dans votre pays, posez-vous la question de que se passerait-il si vous alliez dans un autre pays. D'accord. Et là, on va parler de certaines populations, mais je vais vous parler aussi de d'autres populations, d'accord, pour que on détraumatise les choses. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo? En fait, ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos similaires, parce que de toute façon, ça fait depuis que je suis né que ça existe, et même avant ces problèmes-là, et que je vois que les gens qui devraient justement discuter avec des arguments ne le font pas. Ils le font de manière indirecte, par vidéo interposée, etc. Et surtout, ils ont un point de vue qui est, j'allais dire, légaliste ou judiciaire, sauf qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que la France, ce n'est pas les États-Unis. Ce sont deux pays radicalement différents par construction. Les États-Unis, c'est un pays construit depuis le début par les immigrants. C'est un pays d'immigrés. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est un pays qui a été créé à partir entre guillemets de zéro. Alors il y en a qui vont dire oui non c'est pas à partir de zéro. Il y avait des gens qui étaient là. Non mais ce que je veux dire c'est que vous avez très bien compris ce que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas eu de continuité. C'est-à-dire les indigènes, bah, ils se sont fait génocider. On peut le déplorer et même il faut le dénoncer tout ce que vous voulez, mais faut être réaliste. Même si on liquidait tout le gouvernement et qu'on disait, ou même si on ne liquidait pas, si on donnait les pleins pouvoirs aux Native Americans qui restent, euh, ils ne sauraient pas quoi en faire de ce pays. D'accord. Donc faut être réaliste. C'est un pays qui a quand même inventé tout un tas de choses, qui a apporté à l'humanité énormément de choses. D'ailleurs, ce qu'on est en train d'utiliser YouTube, ça a été développé par ce pays-là. Donc la question, c'est pas de savoir si il doit exister ou pas, ne doit pas exister. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le réel, en fait, tel qu'il est. D'accord. C'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le réel tel qu'il est. L'idée, c'est pas de refaire l'histoire, c'est pas de refaire le match. Les choses se sont déjà passées. Et l'idée, c'est pas de faire une analyse historique. D'accord. C'est juste quand je préviens et je précise que la France et les États-Unis sont deux pays différents, parce que il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui veulent calquer l'analyse qu'ils font des États-Unis sur la France, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour plusieurs raisons qu'on va voir dans cette vidéo. Et là, ce qu'on voit, c'est une interview du roi Hassan II du Maroc, donc qui, si je ne dis pas des conneries, il me semble qu'il est décédé depuis un moment. Cette interview, elle date au moins de 1993, d'après ce que je vois ici sur la chaîne INA. Et c'est elle a été publiée il y a 11 ans, mais donc l'interview, elle date, quand elle a été publiée, elle avait déjà 20 ans d'existence en vrai. Et je vais mettre les sous-titres, ça dure 57 secondes,
et on va discuter de ça. Donc là, ce qu'elle parle, c'est forcément, puisque c'est Anne Sinclair, hein, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, elle était une des présentatrices phares de la télévision française, et son époux de l'époque, c'était Dominique Strauss-Kahn. Il faut savoir que Dominique Strauss-Kahn, il a un lien avec le Maroc, puisqu'il a une maison, d'ailleurs, je crois qu'il y vit encore actuellement. Et que donc ils étaient assez bien vus par le roi, par la famille royale, et je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs. Et lorsqu'elle dit il, c'est pas il au singulier, c'est il au pluriel, et elle parle des Marocains qui sont en France. Donc vous entendez bien, c'est le roi du Maroc qui dit que les Marocains qui sont en France ne seront jamais intégrés. Ce sont ses propos à lui. Il n'engage évidemment que lui, mais ce sont ses propos à lui. C'est-à-dire celui qui est censé représenter être le chef de ses concitoyens, il vous dit non mais les gars, euh, ils seront jamais français. Et donc là, on pourrait dire justement, c'est pour ça qu'elle pose la question, mais est-ce que c'est ok, c'est le roi du Maroc, mais quelle légitimité il aurait à parler pour eux, d'accord? Et donc elle lui pose la question, est-ce que vous pensez qu'eux ne le veulent pas? Voilà, donc là, il va plus. Là, évidemment, je suis pas en train de dire il a raison. Je suis en train de dire que c'est son point de vue et que, à mon avis, il est partagé par quand même pas mal de gens. Ça ne veut pas dire qu'il pourrait être une majorité et se tromper, d'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense pas qu'il y ait une personne qui a raison. Parce que je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose, c'est que, évidemment, chaque individu est différent, d'accord? Ça me paraît être une évidence, mais qu'il faut quand même rappeler. Mais la deuxième, c'est que quand même si chaque individu est différent, le comportement de la foule, le comportement du groupe, il a une influence sur l'individu. Et c'est très difficile pour un individu de s'extraire du comportement du groupe. Donc les tendances, ça existe. C'est une réalité. Sinon, en fait, tout simplement, hein, de point de vue purement pragmatique, la segmentation n'existerait pas et les gens ne pourraient pas faire des marques qui vendent des produits ou des services. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les abonnements YouTube, etc. C'est pareil, c'est de la segmentation, d'accord? Donc que aussi indépendant, original de tout ce que vous voulez, les comportements de groupe, ça existe. C'est factuel. Voilà. Donc, étant donné les débats qu'il y a encore actuellement, ce serait malhonnête de dire qu'il avait totalement tort. On peut après modérer, tempérer, etc. Mais on ne peut pas renier le fait que au moins une partie de sa prédiction est valable. Voilà, donc ça c'est son point de vue, etc. Et comme je vous dis, il me semble qu'une partie de l'histoire lui donne raison. Alors là, on a un streamer, ouais, Eddie, alors je ne connais pas du tout ce gars-là. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, mais bon, encore une fois, c'est pas un critère. Sa vidéo, elle a quand même fait 3000 vues, hein, donc c'est ce qui montre bien. Et sa vidéo, alors j'ai pas regardé sa vidéo en entier parce que bon, j'ai autre chose à faire, surtout qu'en plus il fait le relou à des moments par rapport à son chat. Il dit ah ouais, vous me faites râler, alors je vais le remettre du début, etc. Donc bon, j'ai autre chose à foutre. Ce serait bien de respecter un petit peu le temps des gens. Mais principalement, il réagit à une vidéo de Mathieu Burgalassi. Mais comme il met la vidéo de Burgalassi, ben on va la regarder. Elle fait 4 minutes, hein, donc là, voilà. Donc en fait, Mathieu Burgalassi, c'est un youtubeur qui est revendiqué à gauche, euh, qui est basé à Marseille. Alors je sais pas s'il est né à Marseille ou pas, mais en tout cas, il a un peu l'accent, mais bon bref. Burgalassi, je dirais que c'est un nom d'origine italienne, mais peut-être pas, je sais pas. Euh, En tout cas, il a une gueule de méditerranéen, ça c'est sûr. Euh, et au niveau de son âge, je pense que c'est un trentenaire. Voilà.
Et là, il est donc sponsorisé par le CNC, donc c'est-à-dire l'argent public, et par Blast. D'accord? Parce que c'est une vidéo qui fait, bon, qui fait en solo, mais qui fait pour le compte de la chaîne Blast. Et donc, ici, ce qu'on a à faire, pourquoi je disais c'est un nom d'origine italienne, etc., c'est pour dire que c'est pas un maghrébin, pour le dire clairement, parce qu'après, on a donc Wahedi qui, lui, est maghrébin, ce que son nom n'indique pas, mais il dit les mots en arabe, etc. Et puis surtout, à un moment donné, il parle à des gens de son chat et dit: je suppose qu'avec ton pseudo, tu es arabe, donc tu es un frère de condition. D'accord? Qu'il va citer après la vidéo de réaction de Wissam, d'accord? Qui, lui, se place sur le plan décolonial, machin, tout ça. D'accord? Voilà. Donc, tous ces gens-là sont censés être du même bord politique, et en fait, ce qu'il y a, c'est que, pourquoi j'ai précisé les identités ethniques, etc., parce qu'en gros, il y a le Wahedi et le Wissam qui se plaignent que quelqu'un qui n'est pas de leur ethnie, d'une certaine manière, ils ne le disent pas forcément directement comme ça, mais au fond, c'est ça qu'ils veulent dire quand même, qui les représente alors qu'ils ne les représentent pas techniquement, et que, en fait, parce que dans la vidéo, Burgalassi, il dit ouais, en fait, Bardella et les droits tardés, ils mentent sur les chiffres. Ils disent qu'il y a plein d'immigrés, mais en fait, c'est pas vrai. C'est entre guillemets une illusion d'optique et ainsi de suite. Alors, sur quoi ils se basent? Ils se basent sur le fait que la population mondiale elle a augmenté et que du coup, en fait, l'augmentation du nombre d'immigrés en France est proportionnelle à celui de la population mondiale. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il admet quand même que ça fait plus 1,1%. D'accord? Voilà, les chiffres sont là. Le nombre de migrants internationaux dans le monde en millions en 1960, c'était 77 millions. La population mondiale en 1960, c'était donc 3035 millions, c'est-à-dire 3 milliards, d'accord? Les migrants internationaux en pourcentage de la population mondiale, c'est 2,5, d'accord? Aujourd'hui, c'est 3,6, d'accord? Or, ouais, 3,6, et lui, il avait calculé 3,7. Bon, enfin, on s'en fout, c'est pas ça la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu 1,1 point d'augmentation. D'accord? Euh, En termes de proportion, hein, parce qu'on est passé de 2,5% à 3,6%. Ok? Donc, les gens qui ne veulent pas l'immigration diront qu'il y a quand même une augmentation. Il y a une augmentation de 1,1%. Et donc, ce que Wahedi et Wissam reprochent, c'est de dire, en fait, Burgalassi, il fait une vidéo avec ça pour dire aux gens, n'ayez pas peur, en fait, il n'y en a pas autant que vous pensez. Sous-entendu, en fait, que le seul problème, ce serait le nombre. Et que, en fait, eux, leur idée, ce serait de dire, mais non, les gens devraient pouvoir immigrer comme ils veulent, sans compter, etc. C'est pour ça que je vous ai montré la vidéo du roi du Maroc, pour vous montrer que, en fait, ces gens-là, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est inconscient, mais Wahedi et Wissam font abstraction, alors que eux-mêmes utilisent cette distinction ethnique vis-à-vis de, ne serait-ce que Burgalassi, ils font abstraction du fait qu'il y ait des gens qui puissent considérer que justement l'ethnie c'est important pour eux, que ça fait partie de leur identité et que c'est associé à un certain territoire. Parce que leur idée c'est de dire, ouais, euh, ils font un amalgame en disant, les gens qui sont contre l'immigration, forcément ce seraient des racistes. Voilà, c'est ça leur vision, et puis surtout en plus, ils ont lâché ce mot comme ça, sans vraiment le définir, et en mettant tout le monde dans le même sac. Parce que dans ce cas-là, selon leur façon de parler, le roi du Maroc est aussi un raciste alors. Et là, on va voir que si on s'en tient à leur discours qui est beaucoup trop imprécis, beaucoup trop vague, il y a beaucoup de gens qui sont censés, selon leur propre vision du monde, être des victimes du racisme, qui du coup se retrouveraient à des racistes. Donc cette vision-là n'est pas valable. N'est pas valable, c'est pas d'un point de vue de la morale, mais elle n'est pas valable d'un point de vue des faits, de la réalité en fait. Elle n'est pas en accord avec la réalité. Parce que eux-mêmes ne sont pas des représentants, et encore moins que le roi du Maroc par exemple, de ceux qui sont censés être leurs frères de conditions sociales d'après ce que je dis. Ouais, Eddie critique également Burgalassi, à juste titre, en disant que, ouais, dans sa vidéo, Burgalassi dit oui, mais vous savez, les gens qui fuient la guerre, la misère, etc., en disant, ben non, il y a des gens, par exemple, les gens qui quittent le Maghreb, le Maghreb, les pays du Maghreb ne sont pas en guerre.
Donc tous les Maghrébins, et en particulier les Algériens par exemple, qui viennent en France, factuellement, ils n'ont aucune légitimité de ce point de vue-là. Ils ont pas de fuite de guerre, de famine ou de je sais pas quoi. Et en particulier dans le cas de l'Algérie, encore plus que dans celui du Maroc, puisqu'ils se sont battus pour avoir leur indépendance et avoir leur propre territoire. Je ne vais pas rentrer dans la vidéo. Je vous ai résumé leurs propos, allez voir leur vidéo si vous voulez. D'accord? Parce que je trouve que c'est parler pendant très très longtemps pour pas grand chose. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est une nouvelle vidéo de notre ami le blédologue. Le blédologue qui, lui, est né en Algérie et vit en Algérie. Je vais mettre les sous-titres parce que vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il dit. Donc, je rappelle le titre de sa vidéo qui est Comment l'immigration massive peut fracturer une société. Et donc, si Wissam et Wedi et même Mathieu Burgalassi voient ma vidéo, ben allez voir la vidéo du blédologue. Ça vous permettra d'éviter de dire des bêtises parce que vous pensez parler au nom des gens sans connaître leur situation en fait. Parce que ce soit Burgalassi, que ce soit Wedi ou que ce soit Wissam, vous êtes tous nés en France et donc vous n'avez jamais vécu justement ce que c'était que d'aller immigrer dans un pays en fait. Donc c'est quand même assez cocasse que vous ayez des grands discours et que vous pensiez être dans le camp du bien ou je ne sais quoi, que vous théorisez beaucoup de choses que vous n'avez pas expérimenté en pratique. Et que surtout, vous faites parler des chiffres, mais vous ne faites pas parler des gens. C'est un peu problématique quand même. Parce que, ok, vous pouvez dire, ouais, le roi du Maroc, c'est un politicien, il a des intérêts par rapport à son pays ou je sais pas quoi. Non, là, le blédologue, c'est un mec comme vous, hein. Sauf qu'il est né de l'autre côté de la Méditerranée. Et que lui, il a fait l'expérience d'aller immigrer ailleurs. Et voilà ce qu'il en dit. Voilà, donc, je rappelle, il est né en Algérie et entre 2004 et 2008, il est allé au Canada. Au Canada, Ottawa. Ottawa, c'est une ville qui fait partie du Québec, donc il parle français. Voilà, donc il vous dit que quand il était à l'école là-bas, son meilleur ami était marocain. Alors vous me direz, le Canada, c'est comme les États-Unis, contrairement à la France, c'est un pays d'immigrants. Ça, c'est vrai. C'est pareil que les États-Unis, mais sauf que les entre guillemets fondateurs du Canada, c'était pas les Marocains ni les Algériens, d'accord? C'était les Anglais et les Français. Donc il vous dit que son meilleur ami c'était un Marocain, c'est pas un hasard. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, pour avoir beaucoup voyagé, alors pour les gens qui ne le savent pas, je vous invite à aller voir la playlist Tour du Monde, mais sinon, je peux vous dire que je suis allé sur les 5 continents. Et il y a au moins 1, 2, 3, 4 pays où j'étais en situation de migrant pendant une longue durée. Quand je dis une longue durée, c'est minimum 6 mois. Exactement. Et ça, il a trop raison. Et c'est aussi la raison, par exemple, pour laquelle les gens qui vont à l'étranger pour apprendre une langue étrangère, il est crucial qu'ils ne partent pas avec des gens qui parlent leur même langue. Sinon, s'ils se retrouvent dans un environnement avec des gens qui parlent leur langue maternelle, c'est impossible qu'ils apprennent la langue qu'ils sont censés apprendre parce que c'est tout à fait, c'est un réflexe humain. C'est même un réflexe qui est très très fort. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'étranger, dès que vous entendez donc, a priori, si vous écoutez cette vidéo, j'imagine que votre langue maternelle, c'est le français. Dès que vous entendez parler français, votre oreille, c'est comme si elle avait des antennes pour percevoir ça de façon, comment dire, extrasensorielle. Et vous allez être immédiatement attiré. C'est un peu comme si, quand vous entendez quelqu'un qui appelle votre prénom, vous allez toujours réagir comme si c'était vous qu'on appelait alors que en fait vous connaissez pas cette personne-là. Ça vous fait toujours quelque chose comme ça fait la familiarité en fait. Ça fait écho à de la familiarité, à quelque chose que vous connaissez bien, que vous connaissez intimement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que ceux qui sont plutôt à l'extrême droite et tout ça, qui sont toujours en train de se plaindre du regroupement familial, du regroupement communautaire, etc., ben vous allez le voir que quand ils sont à l'étranger, c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont se retrouver entre expatriés.
C'est là qu'il peut y avoir justement des discussions, des critiques par rapport à l'hypocrisie des gens qui parlent d'immigrés quand c'est les autres et qui parlent d'expatriés quand c'est eux. Mais ça, au final, évidemment que c'est hypocrite, etc., que ça doit être dénoncé, etc. Mais en fait, ça n'empêche pas que ça recouvre la même réalité. Et je suis pas en train de dire les expatriés sont plus justifiables que les immigrés. Hein. C'est pas du tout ça mon propos. Donc, qu'on soit bien clair. Mais je vais vous expliquer plus tard mon propos. Là, je vous fais parler différentes personnes euh, pour justement vous montrer que c'est pas une vue de l'esprit. C'est réel. Et qu'à des générations différentes, à des endroits différents, ces gens partagent la même vision des choses. Et que d'une certaine manière, la vision actuelle et depuis 40 ans de la gauche, voilà, qui a été biberonnée à SOS Racisme et compagnie, touche pas à mon pote, ben en fait, c'est une vision qui est déconnectée de la réalité, de ce que pensent les gens et de ce que vivent les gens surtout. C'est que les Burgalassi, les Wissam, les Wahedi sont des gens qui sont dans la théorie. Ils vont regarder des études, ils vont lire des livres, ils vont faire des streams, mais ils sont pas dans la réalité. Voilà, donc là, ce qu'il dit, c'est que le fait d'aller chercher des gens qui nous ressemblent, c'est parce que on a peur de rester tout seul. Ce qui est le cas de la plupart des gens. Donc c'est deux choses, c'est il dit le sentiment d'appartenance et effectivement la recherche de la facilité. Donc là, ce qu'il expliquait, ça aussi, c'est important de bien le comprendre, c'est que c'est inconscient. À 8 ans, il n'a pas fait un calcul pour se dire je vais aller vers le requin. Non, c'est naturellement, il est allé vers la première chose. D'ailleurs, il y avait des expériences qui ont été faites sur la salle d'attente où il y a un blanc et un noir, et vous voyez que systématiquement, les blancs, ils vont s'asseoir à côté du blanc. Et, euh, et je crois que dans cette expérience, il n'y avait pas de noir, donc du coup, on ne pouvait pas vérifier la réciproque, mais je pense que la réciproque serait vraie aussi. Voilà, donc il explique que rapidement il a rencontré quelqu'un qui lui ressemblait, donc le Marocain. Donc là d'un coup il n'y a pas eu du tout la rivalité entre Algériens et Marocains, hein, étrangement. Hein. Et que c'est devenu son pote, etc. Mais qu'au bout d'un moment il est parti. Et là, catastrophe, il s'est retrouvé solo. Donc là, il s'est aperçu que bah, puisqu'il n'y avait plus personne qui lui ressemblait, il fallait qu'il fasse des efforts pour s'intégrer. Vous remarquerez que il a parlé de lui, l'Algérien, il a parlé des Marocains et des Tunisiens pour dire des gens comme lui, puis après, il a parlé des autres, et dans les autres, il a dit les Africains. On y reviendra. Parce que je rappelle que le Maghreb fait partie de l'Afrique, mais dans son esprit, c'est pas le cas. Voilà. Et donc là, il va donner un exemple que je trouve très parlant. Que tout le monde peut facilement, soit a déjà expérimenté, soit il peut l'expérimenter virtuellement. Donc imaginez que la société, c'est une classe de 20 élèves. Et tous les élèves se connaissent, etc. Donc c'est compact, c'est homogène. Et on met un nouvel élève dans cette classe. Qu'est-ce qu'il va faire le nouvel élève? Ben, il n'aura pas le choix, il va chercher à s'intégrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous injectez pardon, 5 élèves qui se connaissent? C'est ça le truc. Et oui, c'est ça. En fait, même à partir de deux, déjà, ça suffit pour qu'ils se retrouvent, qu'ils se regroupent et qu'ils fassent leur propre société. Je renvoie à ça à l'expérience de Solomon H, où il y a une variante de l'expérience où il suffit qu'il y ait un autre candidat qui dise la vérité pour que les gens rentrent en connexion et se sentent suffisamment forts pour résister à la pression du groupe.
Voilà, le sentiment d'appartenance était comblé avant de venir, puisqu'ils se connaissaient, et il est comblé pendant le voyage et à la fin du voyage. Et oui, tous les êtres humains sont paresseux, et il y a aucune motivation à faire l'effort d'aller vers les autres. Ils vont rester en groupe. Et c'est pour ça que vous retrouvez les gens qui restent dans les mêmes quartiers communautaires, dans tous les pays du monde. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Si lui, il est algérien et qu'il vient en France, pourquoi est-ce qu'il se casserait la tête à s'intégrer à la société française alors qu'il a déjà une société algérienne maghrébine intégrée? Déjà prête. Pas intégrée, non, déjà prête. Et il a raison. Vous savez, dans certains quartiers, bah, vous avez l'impression d'être au bled. Et il a raison. Il a raison. Ça, c'est factuel. Il y a des Maghrébins qui sont là depuis X années et qui parlent toujours mal français. Et c'est valable pour d'autres communautés, hein. C'est pas propre à celle-là. Voilà. Il le dit, il y a eu trop de gens qui sont venus en un seul coup. Et oui, il y a plein d'exemples de gens qui se sont intégrés. Et voilà, et il dit que c'est le même problème au Canada, il a raison. Voilà, et pour le Canada, c'est vrai que souvent l'argument, les gens disent ouais, au Canada, ils font une migration sélectionnée. C'est pas la solution, parce que s'il y a un grand nombre, même si c'est sélectionné, ça fera le même problème. Parce que c'est inévitable en fait. C'est l'instinct grégaire. Ben oui, et d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, hein, c'est le modèle américain. Voilà, après le truc c'est que pour le Canada ou pour les États-Unis, du coup, de facto, comme ce sont des sociétés qui ont été construites par des immigrants, d'une certaine manière, ils peuvent pas vraiment dire que. Ils peuvent pas dire simplement ouais on était là avant parce qu'il n'y a pas eu vraiment le temps de la sédimentation. C'est pour ça que j'ai dit que la France c'est différent parce que ça fait des siècles et des siècles que la France c'est la France. Et c'est aussi pour ça que ça met autant de temps, que c'est autant le bordel et que ça peut très mal finir si jamais la question n'est pas résolue de façon rationnelle. Oui, mais là, il prend un mauvais exemple parce que le Canada en tant que tel, il n'y a pas une vraie culture canadienne. Dans ce sens-là, Trump, il n'a pas tout à fait tort quand il dit ouais, le Canada, ça pourrait être un État supplémentaire des États-Unis parce que ils sont pas fondamentalement différents. C'est le même problème qu'il y a par exemple entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est le même principe, avec la différence de taille en termes de géographie, mais en termes de population, le Canada, c'est très peu peuplé, hein, donc ça pourrait tout à fait être considéré comme un État des États-Unis, hein. Même si, on va pas se mentir, par exemple, il n'y a pas le port d'armes, etc. Il y a tout un tas de choses qui diffèrent. Mais je dirais, dans les États-Unis, quand vous passez d'un État à l'autre, enfin, je veux dire, ce qui se passe au Texas, c'est pas la même chose que ce qui se passe en Californie, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'Illinois, et ainsi de suite. Donc, cette diversité-là, elle existe déjà au sein des États-Unis. Et donc, en ce sens-là, le Canada, fondamentalement, ce serait pas vraiment différent d'un autre
d'un autre État quand même. Hein. Donc c'est pas totalement déconnecté de penser ça en fait. Parce qu'il n'y a pas une identité forte du Canada. Ouais, mais là, les États-Unis, c'est fragmenté par essence. Donc ça, là, son analyse des États-Unis est incorrecte parce que les États-Unis, par définition, c'est fragmenté. C'est le principe de chaque État fait son truc. Voilà. Bon, je vous laisserai aller voir la vidéo du bladologue. Là, on va passer à un autre YouTuber que j'avais déjà présenté, Yoren, qui lui est marocain. Et dans cette vidéo, parce que j'ai dû en sélectionner une parce que c'est un thème récurrent, l'immigration dans sa vidéo. Mais comme en tant que Marocain, son problème c'est l'immigration africaine, je trouvais intéressant de regarder sa vidéo où il explique pourquoi est-ce qu'il considère que le Maroc n'est pas africain. Alors, je tiens à signaler que cette question-là, elle n'est pas tranchée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent au contraire que le Maroc est africain. D'ailleurs, c'est un peu une partie de la politique du Maroc actuellement, d'essayer de se présenter comme étant la base avancée de l'Afrique, de la coopération avec notamment l'Afrique de l'Ouest, en partie motivé par le désir d'être l'hébergeur de la base africaine des États-Unis, parce que les États-Unis cherchent une base en Afrique, et le Maroc a une position assez stratégique, puisqu'il est assez proche de l'Europe, il a ouvert sur la façade atlantique, et en plus, depuis qu'il a fait les accords d'Abraham avec Israël, le Maroc s'est rapproché d'Israël. Donc encore une fois, l'idée ici, c'est de vous présenter le point de vue des autochtones, des locaux, d'accord? C'est pas de parler à leur place. Voilà, donc là, il explique que il a toujours renié, d'ailleurs lui, je crois il avait fait une vidéo là-dessus, qui considérait que l'idée du Maghreb c'était une absurdité. Donc lui il est contre un rapprochement entre par exemple le Maroc et l'Algérie. Lui il a une attitude vraiment, c'est la phrase de Gaulle je crois, qui disait les États n'ont pas d'amis, ils ont juste des intérêts. Donc il a une vision très individualiste, en mode chaque État doit gérer ses propres alliances et les coopérations entre l'État doivent se faire à chaque fois de façon bilatérale entre deux États et non pas avec un groupement d'États. Voilà. Et donc il dit qu'il a déjà critiqué les gens qui voulaient faire du panarabisme, mais qu'il n'a jamais vu des Arabes qui l'ont traité de racisme. Alors que quand il veut se séparer entre guillemets des Africains, eh ben, il est apparemment accusé de racisme. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Il a, Oui, mais alors là, je l'arrête tout de suite parce que je vous ai dit, je fais parler les gens, mais j'ai aussi mon avis propre.
Là, je pense qu'il fait une erreur, parce que si l'Europe n'est pas constituée en termes de bloc eurasiatique, c'est principalement parce que les anglo-saxons ont toujours, et ils le font encore à l'heure actuelle, tout fait pour empêcher l'union de la Russie avec l'Europe. D'accord. Alors je suis d'accord que ça me paraît tiré par les cheveux de penser qu'il y aurait une union eurasiatique qui engloberait tous les pays d'Asie, mais une union eurasiatique qui engloberait la Russie, techniquement, ce serait tout à fait logique, puisque les Russes, en fait, les Russes ethniques, hein, parce que bon, je ferai une vidéo sur la Russie pour expliquer qu'en Russie, en fait, il y a plein de peuples, mais les Russes ethniques, c'est-à-dire ceux qui sont à Moscou, ceux qui dirigent la Fédération de Russie depuis que ça existe, ceux qui dirigent l'URSS et ainsi de suite, d'accord, sont des Européens. Ça fait aucun doute. Les Russes ethniques sont des Européens sans aucun doute. Et donc, d'ailleurs, pendant la guerre froide, il y avait de nombreux pays européens qui étaient influencés par la Russie. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que les anglo-saxons ont toujours tout fait pour empêcher justement l'union principalement de l'Allemagne et de la Russie. Voilà. Donc l'idée d'un regroupement eurasiatique, c'est pas du tout déconnant en fait. C'est même très logique en fait. Ouais, mais là aussi, euh, ce qu'il dit, c'est en partie faux parce que le Maroc, certains dirigeants du Maroc pourraient même, et même c'est d'ailleurs ce qu'ils font hein, avec tout un tas d'accords passés avec les pays d'Afrique de l'Ouest et d'autres pays africains, auraient un intérêt stratégique à se, à s'unir. Donc la logique de bloc, c'est une logique qu'on retrouve sur tous les continents. Il y a des pays de l'Asie du Sud-Est qui se sont regroupés, il y a les pays de l'Amérique du Nord qui se sont regroupés, il y a les pays d'Amérique du Sud avec le Mercosur, etc. Donc non, c'est pas totalement déconnant. Oui, mais là, il est encore une fois de mauvaise foi. Parce que parler de présence noire en Chine ou au Liban ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec le Maroc qui est quand même factuellement, géographiquement sur le continent africain. Moi, je veux bien entendre son discours de chercher à dire qu'il y a une séparation culturelle, qu'il y aurait la séparation avec le désert, tout ce que vous voulez, mais euh, ils n'ont pas été parachutés par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Non, que ça soit. Ce qui est absurde, c'est de demander l'automatisation de cette perception. Mais par contre, que certains considèrent que ça soit pertinent, c'est pas déconnant. Voilà, j'arrête là parce que vous pouvez reprendre mot pour mot. C'est exactement le même discours que Éric Zemmour, que les gens de Reconquête, du RN, et etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, c'était pour temporiser sur le fait, enfin temporiser c'est pas le mot, mais pour relativiser, en fait, quand les gens ils disent oui, c'est raciste, c'est ceci, c'est cela, pour dire qu'en fait, il y a des gens dans d'autres régions du monde, et en particulier dans des régions du monde qui souvent sont présentées comme étant les victimes du racisme quand on les regarde depuis la France, qui ont exactement le même discours. Parce que là, vous voyez sur la miniature, vous voyez Bernard Lugo, qui peut tenir des propos comme ça, mais on va dire, ouais, mais lui, c'est le colon, etc. Alors que là, le Yoren, c'est un Marocain de souche. Donc, vous voyez, c'est pas un truc noir ou blanc. Alors ici, ce petit short, donc on va le mettre en entier, vous allez comprendre. Donc des Américains, des Canadiens profitent de la Sécu, mais personne n'en parle. Oui, parce que Éric Zemmour, CNAFO, les mecs de RN, de Reconquête et compagnie, sont tout le temps en train de parler de quand c'est des gens issus d'Afrique, mais effectivement, ça, ils n'en parlent jamais. Pourtant, c'est aussi problématique. Bon, en fait, j'ai pas besoin de. Parce que là, il n'y a pas les sous-titres, donc c'est un peu chiant. Je vous inviterai à les regarder.
Voilà. Et le mec qui a posté ça, c'est DZ. Mais par contre, voilà, c'est là où les gens comme Wissam, comme Eddy et comme ce DZ, c'est là où ils se fourvoient. Parce que c'est pas parce que il y a des Américains, etc., qui trichent. Déjà, faudrait être honnête, en termes de proportion, je pense pas que ça soit les mêmes quantités que pour les Maghrébins ou les Africains. Et ça, c'est factuel, encore une fois. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres, je pense que c'est évident, pour des raisons très simples en fait. C'est que ces Américains et ces Canadiens qui font ça, ça leur coûte plus cher de venir en France quand même. Parce que le billet d'avion depuis l'Amérique du Nord pour venir en France, ça coûte plus cher que le billet d'avion depuis l'Afrique. Ensuite, parce que souvent les gens qui viennent d'Afrique, qui viennent en France, ils ont de la famille. Donc c'est plus facile de s'intégrer. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas le dénoncer, mais c'est ça le truc, c'est que quand on regarde les choses, il faut regarder les choses de façon mesurée. Il faut regarder les proportions. On peut pas juste dire ah oui, il se passe aussi ça et dire ben voilà, il s'est passé ça une fois, donc du coup ça fait bouclier. Ben non. D'autant plus que c'est pas parce que eux le font que c'est bien que les autres le fassent en fait. Il faudrait que personne ne profite comme ça en fait, tout simplement. Ça montre surtout que le système français est beaucoup trop laxiste. Alors ici maintenant, je vais vous montrer cette vidéo qui en soi reprend exactement le même discours que le roi du Maroc en fait. Sauf que cette fois, là, ce sont des gens qui sont blancs, qui sont français de souche et qui sont ouvertement dans les partis RN, Reconquête, etc. Je crois que Julien Rogy, quand il était plus jeune, porte-parole au Front National, et que maintenant il est chez Reconquête, ou en tout cas sympathisant Reconquête, et ainsi de suite. Donc la question, elle est posée clairement, et donc lui, il a écrit même ce livre-là, là-dessus, et dans cette discussion, il se pose, il se questionne sur qu'est-ce que c'est que être français, etc., etc. Bon. Alors, avant que vous disiez, ouais, mais c'est raciste, etc. Ouais, peut-être. C'est même peut-être le cas. C'est pas la question. La question, c'est, en fait, au lieu que ces personnes-là fassent leur podcast dans leur coin, que Wissam et Boyedi et compagnie, ou Burgalassi fassent leurs vidéos dans leur coin, ben, ce serait pas plus intéressant qu'ils discutent ensemble pour essayer de comprendre quelles sont les choses que les uns se reprochent aux autres et comment est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une solution. Parce qu'en faisant des vidéos interposées ou en faisant des invectives, etc., ben, on résoudra jamais le problème. Et l'illusion de croire que parce qu'il y aurait tel bord, tel parti qui gagnerait aux élections et que ça résoudrait le problème, ça ne résoudra jamais le problème en fait. Ça ne résoudra jamais le problème en fait. Si LFI devait prendre le pouvoir, bah, tous les mecs de la droite seraient tellement vénères que ça partirait soit en guerre civile, soit en guerre civile larvée avec des guerres de gangs, des genres de choses. Ça ne résoudrait pas le problème. Et réciproquement, si c'était RN ou Reconquête qui prenait le pouvoir, euh, les mecs de LFI seraient vénères et ça serait Castagne, ce serait guerre civile ou ce serait des guerres de gang et ainsi de suite. Il n'y aura pas de résolution du problème par les urnes en fait. Les urnes ne résolvent pas le problème en fait. Les urnes ne résolvent pas le problème parce que de toute façon ça fait plus de 40 ans qu'à chaque fois qu'il y a un président qui est élu, quelques mois plus tard, la plupart des gens ne sont pas contents. Et jusqu'à présent, à chaque fois, c'était des partis pas trop, comment dire, c'était des partis modérés, on va dire, c'était des partis classiques, qui étaient suffisamment rassembleurs et ainsi de suite. Alors que là, il y a quand même un monde énorme entre les gens de l'extrême gauche et les gens de l'extrême droite. Donc c'est pour ça que c'est pas aux gens des partis, faut pas compter sur les gens des partis pour résoudre le problème. Faut penser plutôt aux gens qui justement ont entre guillemets les mêmes moyens, pas les mêmes moyens s'ils appartiennent pas forcément à la même classe, mais en tout cas utilisent les mêmes armes, YouTube et compagnie, pour se créer une audience, pour partager leur discours et ainsi de suite. Donc je pense déjà à minima, avant la rencontre physique, que organiser un stream, un live ou un truc comme ça, déjà ça pourrait être un bon début pour pouvoir commencer à discuter de façon directe plutôt que par vidéo interposée, parce que se faire les réponses, etc., là ça fait les gens qui restent dans la bulle, dans leur bulle de filtre, dans leur caisse de résonance, ils restent que avec les gens de leur troupe qui font que les conforter, en plus parce que c'est ça la problématique de l'internet, c'est que vous faites votre chaîne, vous avez votre communauté, etc., et tous les gens ils vont dans votre sens. Vous avez l'algorithme qui va vous montrer des vidéos qui vont dans votre sens et ainsi de suite. Et puis vous allez faire les amalgames, c'est-à-dire qu'eux ils vont dire ouais les gauchistes ceci cela,
alors qu'ils vont pas discuter avec eux, et les autres ils vont dire ouais les droits tardés ceci cela, alors qu'ils vont pas discuter avec eux. Alors qu'en fait là maintenant il faut, si on est adulte, si on est responsable, si on veut vivre dans le même pays, c'est pas obligé. Hein. Je vous dis ça, moi je suis à l'étranger, hein. Parce que personnellement je pense que je pense que les gens sont trop braqués et qu'il n'y a pas de discussion possible. Mais justement, je tends des perches, je donne des idées, je donne de la matière à penser, et je vous montre que, regardez, il y a des blancs qui pensent des choses, et il y a des non-blancs qui pensent exactement la même chose dans leur pays, qu'en fait il y a des similarités, et que donc du coup, en fait, il y aurait la possibilité de pouvoir ouvrir un dialogue. Mais pour ça, il faut regarder la réalité selon les différentes perspectives et avoir une approche rationnelle qui cherche à résoudre les problèmes et non pas à dire toi t'es un salaud, toi t'es ceci, toi t'es cela. Voilà, donc moi je vous invite pas à aller voir ce live pour vous donner pour lui donner de la force ou quoi que ce soit. Je vous invite simplement à aller voir ce live pour écouter quels sont leurs arguments, pour analyser leurs arguments et les contredire, pour aller proposer la discussion et ainsi de suite. Parce que maintenant je vais vous montrer une dernière vidéo qui ne va pas du tout être à l'avantage de la gauche. Et soyez clairs que, encore une fois, je ne me place ni à gauche, ni à droite. Je vous dis, pour chaque question, je cherche qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est la vérité, et ainsi de suite. Donc là, vous avez quelqu'un du média Frontière, qui est un média qui est ouvertement face à droite, je vais après vous montrer leur chaîne, vous allez tout de suite comprendre, et qui a repris le dispositif de Charlie Kirk, c'est-à-dire d'aller sur les campus universitaires avec une table, un micro, et qui va proposer de faire genre prouvez-moi que j'ai tort. Là, c'est une vidéo rédaction du philosophe qui analyse cette vidéo. Bon, il le fait sur le ton de l'humour, etc. Mais en attendant, on voit les images et vous allez le voir par vous-même. Les gens qui sont censés représenter la gauche. Alors, je tiens à modérer tout de même. Parce que là, on va voir les gens qui sont censés représenter la gauche qui ont une approche catastrophique. Mais je tiens quand même à montrer que ce dispositif, il est quand même asymétrique. C'est-à-dire que les gens ne sont pas à un niveau d'égalité. Parce qu'il y a ceux qui viennent avec leur table, avec leur micro, avec leur matériel, et surtout qui ont préparé leur discours. Ils ont préparé leur discours parce que c'est eux qui mettent en place ce dispositif, c'est eux qui viennent avec l'intention de proposer la discussion, donc ils sont déjà prêts. Alors que les autres, d'une certaine manière, c'est un campus universitaire, je crois, ils sortent de cours, ils n'ont pas spécialement préparé le terrain. Donc c'est asymétrique. Bon, maintenant, de notre côté, si on est, à l'université, quand on est censé être un minimum cultivé, qu'en plus on se considère engagé dans tel ou tel côté, bon, normalement, on est censé avoir quand même deux, trois arguments et la capacité à raisonner et à élaborer des discussions qui soient un minimum rationnelles. D'accord? Voilà. Parce que vous allez voir, c'est pas du tout le comportement qui va se produire. Et moi, ça m'inquiète beaucoup sur la capacité à raisonner de façon générale. Et à vivre en société aussi. Hein, parce que voilà, et donc là, effectivement, c'est très problématique cette discussion, parce que là, la personne, parce que pendant des années, on ne discute pas avec les gens d'extrême droite, etc. Ouais, mais le problème, c'est que quand le pays est divisé en trois et qu'il y a un tiers de la population qui vote ce qu'on appelle extrême droite, si on parle pas avec eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort les armes, on les liquide ou on les met tous en prison? Comment ça se passe? Non. Si on vit dans un pays démocratique, il faut discuter avec les gens. Il faut discuter avec les gens, c'est important. C'est important. Et c'est important aussi de bien comprendre que personne n'a 100% raison en fait. Chacun a une perspective différente.
Donc la première chose, c'est d'essayer de comprendre quelle est la perspective de l'autre. Ça ne veut pas dire lui donner raison, ça veut dire simplement essayer de comprendre quelle est sa perspective, pour essayer de comprendre quels sont ses problèmes, et soi-même être capable de présenter quels sont ses problèmes. Parce que je pense qu'en fait, si on approchait les choses de façon plus résolution de problèmes, on essaye de décrire au mieux quels sont nos problèmes, on essaye de comprendre mieux quels sont les problèmes des autres, et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut les résoudre, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions d'équilibre et ainsi de suite. Alors bien sûr, je suis pas naïf, je sais bien qu'il y en a qui vont faire le forcing, etc. Mais sauf que une approche à la Etienne Chouard où on commence le débat en disant bon les gens, on va se mettre d'accord sur les définitions qu'on utilise. Quand on dit ça, ça veut dire ceci, ceci, cela. Et on essaye comme ça d'avancer de façon posée. Parce que je pense que le débat comme ça en vrac n'est pas valable. Il faudrait pour cela que justement il y ait une tierce personne qui joue le rôle de l'intermédiaire en fait, que ça puisse être un terrain neutre, qu'il puisse y avoir le mec de gauche d'un côté, le mec de droite d'un autre côté, et entre guillemets l'arbitre au milieu, pour que ça soit un minimum structuré. N'empêche que dire ouais c'est chez nous, tu viens chez nous, t'es une merde, c'est pas un discours qui met en valeur la gauche ou je sais pas quoi, ou qui que ce soit d'ailleurs en fait. Voilà, ça c'est dramatique, c'est catastrophique. Les gens sont venus lui voler ses fiches. Ça, c'est une attitude de racaille, il faut dire les choses comme elles sont. C'est une attitude de racaille, c'est pas une attitude de. Surtout que là, manifestement, je veux dire, il est seul avec une nana, donc il n'est pas en mode pour venir casser des gueules, parce que ça a existé, les bagarres, tout ça. Mais là, c'est pas du tout le dispositif. Je veux dire qu'on peut exécrer leurs idées, être totalement contre ces gens-là, mais là, on est obligé de constater qu'ils sont pas dans une attitude guerrière, ils sont pas dans une attitude violente. D'accord. Ils sont dans une attitude de provocation, certes, mais quand même de provocation qui invite à la discussion. Alors après, on peut leur reprocher éventuellement d'être de mauvaise foi ou que vous voulez, mais là, la réponse qui est faite, c'est un aveu d'impuissance à articuler une pensée. Parce que là, il n'y a pas un contre-argument. Il y a des gens qui se cachent avec un kéfier, qui sont en plus en supériorité numérique, à domicile, et qui viennent voler des éléments. Enfin, c'est très étrange, je trouve. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'ils n'ont pas le temps de discuter avec ces gens-là, etc. Parce que de toute façon, ils restent là. Parce que s'ils étaient, si en sortant de la fac, ils étaient partis, qu'ils les avaient ignorés, moi j'aurais dit, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous voulez pas parler avec eux, vous les ignorez. Mais sauf que là, ils viennent les voir, ils viennent dans le champ de la caméra et ainsi de suite, et ils donnent une très mauvaise image. Enfin voilà, bon, on va pas regarder toute la vidéo. Euh, Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? D'abord, la première chose, c'est que les gens dits de la gauche, je pense en particulier à notre ami Wissal, notre ami Wahedi, se plaignent que d'autres personnes de la gauche qui ne sont pas de leur ethnie parlent entre guillemets pour eux. Donc ça veut dire que les gens de la gauche font de la distinction ethnique pour se plaindre que des gens défendraient les gens qui seraient d'ethnie différente de ceux de la population locale. Bon, ça commence à faire beaucoup, et avec toujours le regroupement de tous ceux qui sont contre l'immigration de masse seraient forcément
des gens qui feraient l'apologie du petit moustachu. Parce que c'est ça que ça veut dire en gros, hein, parce que dès qu'ils commencent à dire ce sont des R, bon ben ça veut dire c'est fini, il faut plus discuter avec eux. On s'aperçoit que en fait, il y a des gens de l'autre côté de la Méditerranée qui considèrent qu'il y a des peuples qui ne sont pas compatibles, qu'il y a des gens de l'autre côté de la Méditerranée qui considèrent que, ben oui, si vous venez à plusieurs, ça fait nécessairement un regroupement, une micro-société, et donc ça empêche matériellement de faire l'intégration. Et vous avez après des gens qui vont dénoncer le fait qu'il y a des gens qui profitent du système français, quelle que soit leur couleur, et ça c'est évidemment le problème. Et vous avez enfin des gens qui essayent de définir à partir de leur recherche historique, de leur recherche culturelle, de leur enracinement, et ça on ne peut pas le nier. Je veux dire, même si on considère que ce sont des gens qui sont excluants, tout ce que vous voulez, ils sont quand même nés sur ce territoire, ils ont quand même leurs ancêtres qui étaient sur ce territoire. Je veux dire, sinon, dans ce cas-là, et c'est là que je vais vous donner les exemples, dans ce cas-là, on pourrait se poser la question de si vous allez au Japon, si vous allez au Congo, si vous allez en Thaïlande, si vous allez en Thaïlande et que à l'immigration, au service d'immigration, quand vous sortez de l'aéroport, vous voyez des gens qui sont avec des traits africains ou avec des traits européens, etc. Vous allez être surpris. Parce que quand vous allez en Thaïlande, vous attendez à voir des Thaïlandais. Quand vous allez en Thaïlande, vous attendez à manger la cuisine thaïlandaise, à avoir des costumes thaïlandais, à avoir la culture thaïlandaise. Si vous arrivez en Thaïlande, vous voyez la culture française, vous voyez la culture congolaise ou la culture américaine, vous allez être là, mais ce pays a été dénaturé. C'est ça la question en fait. La question c'est que si on mélange tout sans distinction, on retrouve plus d'identité propre. Et d'une certaine manière, c'est le mélange de tout comme ça, en disant que tout est pareil, etc. C'est là où on perd de l'identité culturelle. C'est là où on perd de la diversité. Moi, il me semble que chaque région du monde par le fil de l'histoire, pour diverses raisons, a développé diverses façons de développer des civilisations humaines. Et je pense que c'est plus intéressant de chercher à les préserver plutôt que de chercher à les nier et à les effacer. Et c'est pas parce qu'il y a eu à un moment donné un groupe de gens qui ont été plus armés, plus développés, qui ont pu imposer plus de contrôle sur plus de territoires, ce temps-là, il est quand même révolu. Alors certes, il y a toujours les influences géopolitiques, etc. Mais déjà, un, ça a toujours existé, premièrement. Et deux, c'est pas en faisant venir massivement des gens, surtout pour que des gens soient pas heureux au final. Parce que c'est ça le truc. Le truc, c'est que est-ce que les gens qui viennent, qui immigrent de force en France, est-ce qu'ils vivent une meilleure vie? Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils vivent une meilleure vie d'être stigmatisés, d'être vilipendés, etc. Je suis pas sûr. Je pense qu'on devrait plutôt travailler à ce que chaque pays puisse se développer de façon qualitative pour que chacun soit heureux chez lui en fait. Pour que chacun puisse se retrouver surtout dans la possibilité d'avoir un lieu où il se sente chez lui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté là parce que c'est pas le, la meilleure, c'est qu'en fait il n'y a aucune des vidéos qui est intéressante comme fond d'écran pour dire je vais mettre allez on va mettre ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense qu'en France en tout cas, je pense que ça serait intéressant que les Wissam, les Wahedi, les Burgalassi discutent avec les gens comme Rochdy et son compère, ou avec d'autres personnes, ou de chez Frontière, avec le mec de Frontière, peu importe. Mais je pense que c'est plus intéressant de chercher à discuter plutôt que
plutôt que continuer ces discours de diabolisation de part et d'autre, en disant toi t'es le méchant, toi t'es un salaud pour ceci, toi t'es un salaud pour cela. Je pense que ça mène nulle part. Et, le système tel qu'il est actuellement ne pourra pas résoudre le problème par les urnes. Ça, c'est une illusion. Je pense que ça ne fera que empirer la situation. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo.